Tu t'ennuies aux discussions du coin café? Peut-être que tu rêves d'échanges qui seraient plus authentiques. Cela te déprime de voir tant de talents qui ne s'expriment pas. Tu rêves d'un monde où chacun ose être lui-même et déployer son élan de vie. Je suis Coralie Ram, passeuse d'âme, accompagnatrice en pleine présence et cofondatrice de l'Institut d'auto-accompagnement. Dans ce podcast, je t'invite à te laisser toucher par l'intimité d'expériences de vie qui se dévoilent. Témoignages poignants de personnes qui ont passé des caps et qui peut-être t'inciteront toi aussi à te laisser glisser dans le flot de l'expérience pour te découvrir et t'honorer toujours plus chaque jour. Alors tu es prête? Tu es prêt à te laisser toucher? Allons-y. Bonjour Marthe, bienvenue. Bonjour Coralie, merci. Je suis heureuse de passer ce temps précieux avec toi. Peut-être dire déjà un petit mot sur ce que je connais de toi en quelques lignes. Mais tu démarres aujourd'hui une posture d'accompagnante. Donc tu es en train de développer un certain nombre d'activités autour de ça et tu termines l'écriture d'un livre qui est sur le thème de la relation au temps et la relation à l'amour et tu témoignais que ce mot amour, finalement en français, il parle de beaucoup de choses et que dans ce livre, tu développes notamment les différentes facettes de ça, mais aussi le fait que ces derniers mois, avec ce qui s'est passé un peu dans l'actualité, fait qu'on a été invité à aller à l'intérieur et du coup, ça, pour toi, ça a fait émerger des choses autour de te rencontrer toi-même aussi, et c'est ce que tu développes dans ce livre. Oui. Il y a eu quand même une période là très soutenante pour ralentir et prendre le temps de s'entendre et même prendre le temps de s'écouter. Et ça participe forcément d'un élan d'amour aussi. Et du coup, aujourd'hui, tu voulais nous témoigner d'une épreuve que tu as vécue il y a un certain nombre d'années et qui font partie finalement de ton identité de femme. Et j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ce qui s'est passé pour toi là quand tu avais 23 ans et qu'est-ce que ça t'a fait vivre à l'époque. Oui, alors merci de me donner l'occasion de parler de quelque chose qui, sur le coup, a été vécu comme une épreuve, quelque chose de très douloureux. Donc c'était le décès de mon frère quand j'étais en première année à la fac de master, et je commençais le lundi et le vendredi, j'apprends comme un choc avec tout ce qui se présentait de merveilleux pour moi dans ce goût que j'avais pour les études, la recherche, une semaine très très ensoleillée, je me souviens, et beaucoup de joie, et puis le contraste avec au milieu de cette grande joie avec cette terrible nouvelle, et finalement cette épreuve-là qui se transforme très vite et encore aujourd'hui comme une belle opportunité de se rencontrer et d'accueillir un plus grand soi, quelque chose de précieux, en tout cas une épreuve précieuse. Du coup, dans l'instant, tu étais jeune, et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait vivre dans l'instant, dans tes ressentis, dans tes perceptions, dans ton quotidien autour de cette annonce du décès brutal de ton frère? Alors, dans mes ressentis, tout de suite, il y a eu comme un soulagement. Alors parce que quand on me l'a annoncé, on m'a dit il faut que tu sois très forte, il est arrivé quelque chose de grave, et je savais pas encore de qui on parlait. Et quand on m'a dit qu'il s'agissait de mon frère,
et que j'ai demandé si c'était grave et qu'on m'a dit qu'il était mort, il y a eu comme un soulagement à l'annonce que ce soit mon frère, non pas parce que je l'aimais pas, au contraire, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé la biculturalité, avec qui je partageais absolument tout, et on était très 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 proches, mais parce que j'avais eu comme des ressentis avant que je le voyais pour la dernière fois. Donc les dernières fois où il était venu me voir, j'avais besoin d'aller regarder, le voir partir, prendre sa voiture, et qu'il sorte vraiment de mon champ de vision. Et je me disais, en tout cas quelque chose en moi se disait, c'est peut-être la dernière fois que je te vois. Donc c'est comme si dans mon ressenti, il y avait quelque chose qui disait, ah, ça j'étais prête. Sans en avoir conscience, il y avait quelque chose qui était déjà informé. Donc il y a eu une surprise, bien sûr, au niveau conscient. Au niveau du ressenti, il y a eu un soulagement sur l'identité de la personne qui était décédée, et qui était du coup celle que j'avais, où j'étais déjà un petit peu informée, on va dire. Donc un ressenti de soulagement, puis ensuite, dans un deuxième temps, l'émotion qui a été, c'était celle d'être heureuse pour lui, qu'il puisse avoir clôturé sa vie en ayant bien vécu, donc pas de regrets, et puis en ayant vécu en tout cas librement comme il le souhaitait. Et puis au niveau des ressentis, encore quelques jours après, une énorme douleur au niveau du thorax, au niveau de ce que j'ai compris qu'on appelle le chakra du cœur des années plus tard. Et j'avais jamais ressenti cette espèce d'intensité à cet endroit-là. Et donc, je me suis connectée pour la première fois, on va dire, à mon corps et à mes ressentis en me disant, qu'est-ce que c'est? Je me souviens avoir été chercher sur Internet, alors c'était défini comme étant le siège des émotions. Et ça, c'est resté avec moi, cette sensation, très, 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 de nombreux jours. Donc, c'était vraiment une connexion très forte à mon corps. Et c'est étonnant, en fait, de t'entendre, parce que c'est vrai que une première réaction qu'on pourrait avoir, ça serait plutôt, voilà, d'être dans ces sensations physiques ou dans une profonde tristesse, comme si, toi, déjà, il y avait déjà une conscience d'un espace-temps différent, d'une reliance différente. Parce que c'est étonnant de t'entendre décrire cette expérience à cet âge-là, aussi jeune, aussi consciente de ce qui pouvait se jouer, consciente de ce qui se vivait en toi, de pouvoir le décrire, le nommer. Tu as toujours fonctionné comme ça, ou pour toi c'était naturel, ou oui, c'était passé quelque chose de particulier pour que tu puisses vivre cette expérience-là de cette manière-là? Moi, je suis plutôt quelqu'un de terre à terre, mais j'ai été élevée aussi en lien et en ouverture à d'autres choses. Mais j'ai jamais rien vécu personnellement juste à part ce jour-là, de cette façon-là. Ce qui était étonnant, c'était quelques jours avant, mon frère et moi, on avait eu une discussion sur la mort, et j'avais eu besoin de lui dire que j'avais pas peur de mourir et qu'il fallait qu'il le sache. Et en fait, peut-être que j'avais besoin de lui dire ça parce que j'avais besoin d'entendre sa réponse, parce que sa réponse a été moi non plus, j'ai pas peur de mourir, je te comprends tout à fait. Donc sache-le aussi. Et donc j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait des moments de magie un peu dans la vie qu'on pouvait percevoir, sentir. Mais c'est vrai que ce jour-là, j'ai compris pourquoi j'avais regretté de pas travailler l'été d'avant. Mon frère avait aussi eu des difficultés dans son travail, donc on s'était retrouvés beaucoup ensemble. Et finalement, je me suis dit heureusement que la vie m'a donné tout ce temps avec lui. Heureusement qu'elle m'a préparé aussi dans l'inconscient à me dire profite, c'est peut-être la dernière fois que tu le vois.
alors que rien n'était, je veux dire, il n'y avait pas de maladie, il y avait rien qui laissait présager ça de manière matérielle, extérieure. Et c'est vrai que je me suis sentie soutenue dans cette épreuve par la vie et l'invisible, le sensible. Ça a été étonnant d'ailleurs quand on a vécu donc les adieux, la cérémonie d'enterrement, et les gens étaient surpris de la posture d'accueil et de paix et de joie par rapport à ce départ précipité et soudain. Ouais, et du coup, qu'est-ce que ça... J'entends cette posture qui est assez, qui est étonnante et qui est rare, de pouvoir avoir cette capacité de l'enjeu plus global et d'avoir eu cette conscience et ces espaces pour comme se dire, se parler avant qu'ils partent. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé en fait dans ta vie suite à ça? Alors, en fait, souvent on dit que la vie redistribue les cartes. Là, les cartes étaient les mêmes. Toute la vie était exactement pareille, mais mon regard sur les cartes que j'avais était transformé, profondément transformé. J'ai eu beaucoup de mal à poursuivre les études que j'aimais profondément et à me poser des questions sur... Alors j'étudiais les signes et les signes en termes de sens, de signifiant le sens des choses. Et ça n'avait plus de sens, justement, que cette précision dans ce qui était beaucoup plus... c'est comme si j'étais déconnectée de ce à quoi j'étais reliée, et que j'étais reliée à d'autres cartes qui étaient présentes dans mon jeu de la vie, et notamment à donc l'expérience de mon corps, les ressentis, l'expérience du monde invisible, de ce qui est sensible, sensoriel, mais qui n'est pas visuel et qui existe pourtant. Il y a eu d'autres choses qui se sont produites qui m'ont amené à vraiment être dans une espèce de flottement temporel, et notamment une expérience particulière où je m'adressais, donc mon frère était mort depuis 1 mois peut-être, et donc vraiment le regard sur la vie, sur les arbres, sur tout était vraiment transformé, avait une autre, il y avait une autre résonance dans mon être. Et je me souviens lui parler à haute voix et m'autoriser ça et me dire, finir en sanglots et en terminant, et j'espère que tu sais, j'espère que tu sais. Et au fond de moi, il y avait j'espère que tu sais que je t'aime, que je t'ai toujours aimé, que je t'aime encore et que je t'aimerai toujours. Et alors on se le disait régulièrement, mais je sais pas pourquoi à ce moment-là, il y avait après cette longue discussion que j'avais eue avec lui et son absence, j'étais un petit peu dans cette élan. Et puis j'ai une intuition, je sais pas pourquoi, je vais chercher son sac. J'avais gardé son sac à dos que j'avais pu récupérer du coup de l'accident, et puis je me mets à fouiller. Et puis je trouve une lettre. Alors il écrivait beaucoup de textes, il écrivait de la musique, des chansons. Et je trouve une chanson qui s'appelle Ma petite sœur, cette grande femme. Et je l'ai jamais lue, moi, cette chanson. Donc je commence à lire. Et ça répond point pour point, c'est la discussion que j'avais eue avec lui, mes questionnements. Dans cette lettre, il est question de tout ce que je venais de discuter toute seule avec lui. Et puis ça termine, l'écriture est un petit peu rapide sur la fin, déliée, et je sais. Et ça termine en suspens avec « et je sais ». Et alors là, un gros bouleversement pour moi, à me poser la question du temps. Quand avait été écrite cette lettre, qui me semblait être absolument précisément pour ce moment et cet instant de ma vie, alors qu'elle était... le papier était vieilli. J'ai vraiment été perturbée par le temps, comme si, comme si le temps tel que je le percevais jusqu'à présent, linéaire, n'existait pas que de cette façon. Voilà. Ouais, j'entends comme ça, comme tu parles des cartes qui ont été rebattues, comme si la vie restait telle qu'elle était, mais dans ta perception
il y avait vraiment un changement dans ta relation à l'espace. Et du coup, je comprends mieux le titre de ton livre aussi, hein. Relation au temps, et sur le thème de relation au temps et à l'amour. Mais aussi sur cette relation au temps, comme de prendre conscience qu'il y a des espaces-temps qui sont pas linéaires comme on a l'habitude de le voir, et que notre mental a besoin de se rassurer qu'il y a un passé, un présent, un futur. Oui, c'est tout à fait ça. Le livre, il s'appelle Intemporel, comme l'intemporel, et en même temps, il y a un jeu de mots avec un tempo réel, pour dire qu'il y a un réel tempo propre à chacun sur cet intemporel. Et il est construit justement à déconstruire la linéarité. Il est construit comme un dictionnaire relatif du temps et de l'amour. Et chaque chapitre commence par le mot qui a terminé le chapitre précédent. Donc, ça fonctionne comme un dictionnaire avec une définition de ce mot-là. Et puis ensuite, le premier mot qui commence la première phrase du chapitre, et ensuite le dernier mot qui va commencer le chapitre d'après. Pour construire un autre regard que la linéarité pure et simple dans la narration, pour arriver un petit peu à nous perdre aussi, et à perdre ce mental, justement, ce mental qui a vraiment besoin de se raccrocher à cette ligne du temps. Merci. Et du coup, quand le fait d'avoir pu écrire ce livre en lien justement avec tes différentes expériences, dont celle que tu viens de me nommer, quand tu te sens, quand tu te mets en lien avec cette posture d'avoir justement autorisé à mettre cette intemporalité, y compris la structurer dans un livre, et de comme faire faire à tes futurs lecteurs cette expérience-là, qu'est-ce que ça te fait vivre à toi? De quoi ça parle finalement de ton élan? De mon élan premier, ça parle vraiment d'amour au sens large, c'est-à-dire au sens hors de notre culture, hors de tout ce qui rend plus petit cette énergie, notre temps, notre culture, tous nos conditionnements culturels, sociaux, tout ce qui pèse sur cette énergie, et d'arriver à approcher un peu plus cette essence qui est l'essence qui nous nourrit et qui nous anime, celle dont on est faite profondément. Voilà, mais réduite par tout plein d'extériorité. Voilà. Et du coup, quand tu te relis, toi, là, maintenant, à cette essence, à cet élan, comment tu te sens quand tu es en lien avec ça, maintenant? Qu'est-ce que ça te fait vivre, là, dans l'instant? Ouais, ça me parle et ça me fait vivre à l'intérieur comme un secret bien gardé, qui est finalement un secret qu'on partage tous. Voilà. Et en parlant d'intériorité, tu me partageais tout à l'heure que puisque tu apprends cette posture de pleine présence avec le focusing de la relation intérieure, tu disais pour moi actuellement c'est le meilleur moyen d'être en relation avec moi-même. Complètement. Et avec moi-même, M', c'est vraiment c'est à la fois une manière de se rencontrer, et dans cette rencontre d'accueillir et d'accompagner tout ce qui est nous, sans rien vouloir précéder, sans rien vouloir contrarier, sans rien vouloir en fait, tout simplement. Se tenir en position d'amour véritable,
Et donc, toutes les parts de nous se présentent aussi à ce moment-là, parce qu'elles savent, elles sentent qu'elles peuvent être comme elles sont. Elles peuvent venir comme elles sont et être aimées sans exigence, sans attente, sans... Et tout ça, ça se passe à l'intérieur, et finalement, c'est exactement le reflet de nos difficultés à l'extérieur. On va chercher cette espèce d'amour qui finalement est très souvent conditionné, qu'il soit dans la famille, dans la société, dans les attentes de nous à nous-mêmes, qui sont extérieures mais qu'on intègre. Là, c'est comme si on était épuré et qu'on allait à l'intérieur et qu'on était juste à cet endroit où on peut tout reconnaître, tout accueillir, tout rassembler, y compris ce qui s'oppose, y compris ce qui est en contradiction. Et à cet endroit-là, tout existe sans aucune restriction. C'est libre. Et c'est aimé. Voilà, et tu parles vraiment là justement d'amour inconditionnel, de soi, pouvoir être avec tout ce qui est, quel que soit l'état. Je trouve que il y a une double articulation dans le focusing qui est à la fois cet amour de soi sincère et inconditionnel, et en même temps, ça nous permet aussi d'être dans une relation à l'autre beaucoup plus juste, parce que justement, on est dans une relation à l'autre à partir d'un soi qui s'aime. Et ça change tout. C'est pas un soi qui veut être aimé, c'est pas un soi qui veut aimer, c'est un soi qui s'aime. Et j'avais l'occasion de pratiquer avec un partenaire qui avait dit une fois, le focusing, et j'avais beaucoup aimé cette phrase, le focusing, finalement, on se rend compte qu'on est de plus en plus différemment les mêmes. Et c'est ça, c'est vrai qu'il y a cette, dans cette unicité et dans cette rencontre avec toutes nos parts, on se rend compte qu'on touche à l'expression de quelque chose d'universel en même temps et de complètement partagé. Et en même temps d'unique, comme tu disais. C'est-à-dire, en fait, on est cette part d'universel au travers de notre propre unicité qui s'exprime de façon propre et absolument unique. Ça, c'est évident. Mais c'est l'expression d'une universalité. C'est un petit peu comme dans le langage. On va partager, par exemple, la même langue. Nous, on va partager ensemble la langue française, là, au moment où on parle. Et dans notre manière de parler, notre timbre, les mots qu'on choisit, les intonations, notre voix, tout, les pauses, les silences, toute la prosodie, tout ce qui articule est propre et unique. On n'aura pas deux fois la même voix, deux fois la même manière de parler. Pourtant, notre faculté est universelle. Ouais. Merci. Et du coup, qu'est-ce que, au travers de tout ça, au travers de ce cheminement que tu as fait ces dernières années, de cette conscience de ta relation au temps, justement, ta relation à toi et comment ça impacte sur ton entourage, voilà, qu'est-ce que au quotidien te soutient, toi, quand quelque chose, on a des vies complexes, hein, on a tous des enjeux à dépasser, à accueillir, etc. Qu'est-ce qui te soutient, toi, dans ton quotidien de très concret? Ce qui me soutient, c'est l'instant présent, je crois. Et avec cet outil du focusing qui vient, qui sait que je peux aller à un endroit à l'intérieur de moi à tout moment où je contacte finalement une paix infinie. Voilà. Dans l'instant présent, je peux aller à un endroit paisible. Toujours. Ça, c'est ce qui me soutient. C'est ce qui me soutient.
Et ce qui est fantastique avec le focusing, c'est que ça amène subtilement, lentement, à aller rejoindre ça, concrètement. Ça dit pas, il faut aller. C'est bien. La méditation a ce côté-là. Maintenant, comment on fait? Il y a vraiment quelque chose de possible à activer, à aller rejoindre. Voilà, prendre le chemin, d'aller à l'endroit où c'est paisible. Et il y a une phrase qui dit la vie est un long fleuve tranquille, ou l'inverse, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, selon comment on voit les choses. En tout cas, il y a cette envie de paix. Et finalement, c'est vrai que la vie, c'est le mouvement. Donc la vie, c'est le mouvement, c'est tout ce qui transforme, c'est tout ce qui agite. Mais le long fleuve tranquille, c'est pas la vie, c'est nous. C'est nous au sens de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à contacter de vivant. Voilà, il y a vraiment... on est le long fleuve tranquille dans la vie, à un certain endroit de nous, voilà, qu'on peut rejoindre. Ouais, j'entends comme pour toi, c'est concret, en fait, la façon dont t'en parles. Ta capacité à te connecter à ton être, cet espace de paix que l'on est chacun et souvent on cherche à retrouver et on sait pas trop comment faire. Mais j'entends que pour toi, au travers de tout ce cheminement que tu as fait ces dernières années, il y a quand même quelque chose de très concret à pouvoir te relier à ton être profond, à cette paix intérieure que tu es. Et c'est ça qui, dans ton quotidien, te permet, te stabilise quelque part dans une vie qui peut être effectivement mouvementée. Oui, ce qui a été déclenché, c'est un long chemin, parce qu'il y a vraiment le temps qu'on prend pour soi, mais le temps qui nous amène aussi à cette transformation, qu'on le prenne ou qu'on le prenne pas. Il nous amène quelque part, et puis nous, on peut aussi prendre le temps pour aller quelque part avec lui. Mais il s'est passé 13 ans depuis cette expérience-là, cette épreuve très forte. Il y en a eu d'autres entre-temps, comme pour tout le monde, parce que la vie, c'est ça aussi. Mais ce qui a été le début du chemin, à ce moment-là, ça a été de me rendre compte que je me connaissais pas, en fait. Pas aussi bien que j'imaginais. J'avais des croyances sur moi qui ont été balayées du jour au lendemain, une transformation, un regard qui change, et un regard sur soi qui se transforme aussi. Et finalement, petit à petit, avec le temps, de quelqu'un qui avait envie de progresser, d'avancer, je suis devenue quelqu'un qui avait envie de mieux se connaître et mieux se respecter. Et le focusing a été... Alors, il y a eu la sophrologie, il y a eu la méditation, il y a eu le yoga, il y a eu plein de choses, mais le focusing a été vraiment quelque chose de fondamental pour mieux se reconnaître encore et mieux entendre ses besoins pour pouvoir mieux s'aimer, mieux se respecter. Ouais, j'entends vraiment ce chemin de plus en plus d'authenticité, de conscience de qui tu es. Et, oui. Et du coup, à partir de là, qu'est-ce que tu as à cœur de créer pour toi, pour le monde, qui répond à cet élan d'authenticité, de simplicité vis-à-vis de toi? Qu'est-ce que aujourd'hui tu as envie de déployer à partir de là? Aujourd'hui, à partir de là, j'aimerais... Ce qui résonne pour moi, c'est vraiment qu'on prenne le temps, qu'on s'autorise de prendre le temps de s'entendre, de prendre soin de soi. Voilà. Prendre le temps de prendre soin de soi. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et accompagner les gens à prendre ce temps de prendre soin d'eux, c'est fantastique. Il y a un dicton qui dit « Le temps des faits, tout ce qui est fait sans lui ». Eh bien, je pense qu'effectivement, si on ne prend pas le temps finalement de prendre soin de soi, quelque part, l'expérience de la vie, le temps, défait tout ce qu'on a cru construire
dans cette urgence et dans cette non-écoute, non-attention à nous-mêmes. Toute la magie de la vie, à aller avec elle dans le temps qui est le nôtre et à se respecter. Pour moi, ça c'est ce qui est porteur et c'est ce qui fait être dans ce flux naturellement. Ouais, donc son élan d'âme, ce serait vraiment de pouvoir accompagner des personnes pour justement leur apporter comme un espace justement hors du temps, un espace bienveillant, un espace d'amour pour qu'ils puissent eux-mêmes, dans cet espace, découvrir la subtilité de cette relation au temps et puis cet amour pour eux-mêmes. C'est tout à fait ça. C'est comme dire consciemment dans notre société, on va prendre le temps, je vais prendre le temps pour venir à l'intérieur de moi, là où je vais contacter l'intemporel, là où le temps n'existe plus. Je vais prendre le temps de sortir du temps, en fait. C'est un peu ça. Merci. Et du coup, pour terminer, est-ce qu'il y aurait une pépite, une lumière, quelque chose que tu as envie de partager qui pourrait soutenir, éclairer les gens qui nous écoutent? Oui, on est quand même dans une période où tout se transforme très fortement là, et où on se déconditionne de plein de choses. On voit que on arrive aux limites de ces choses-là. On a tendance à être dans une forme de négativité aussi qui arrive à sa fin, j'ai l'impression, qu'on ne peut plus, parce que trop de négativité, c'est la goutte d'eau là. Et finalement, il y a une phrase qui dit, en français, qui a beaucoup accompagné les gens, où on disait qu'il fallait prendre son mal en patience. Et je pense que j'ai entendu dire ça et ça résonne très fort. Et je pense qu'en fait, là, on arrive au moment où il faut prendre son bien en urgence, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Marthe. Donc, tu proposes, toi, plutôt que de prendre son mal en patience, de prendre son bien en urgence, comme pouvoir l'empoigner, le vivre, le ressentir pour se relier à son être, à son élan de vie, à ce qui est juste pour nous. Tout à fait. Faire ce pas-là, c'est notre responsabilité, en fait. Prendre cette responsabilité de s'accompagner. Merci beaucoup, Marthe. Je te remercie pour ce moment un peu hors du temps, justement. Merci à toi. Et à très très bientôt, Marthe. À bientôt.